Bonjour, aujourd'hui nous recevons Moed Altrad. Bonjour. Voilà, nous sommes contents de vous recevoir. Voilà, donc Moed, né en Syrie, dans le désert, dans les environs de Raqqa. C'est bien ça. Votre âge peut être déterminé entre 65 et 71 ans. C'est une date qui est inconnue, mais c'est pas très loin de ça dans tous les cas de figure. D'accord. Donc, un départ dans des conditions humaines difficiles, mère qui décède, pas reconnue par son père, bédouin n'a pas le droit à l'école. C'est bien ça? Tout à fait. Le bédouin, comme vous le savez, il voyage un peu partout, c'est une vie nomade, et que c'est très difficile de stabiliser les enfants pour les scolariser. D'accord. Donc vous apprenez à lire seul, vous allez écouter l'instituteur, il vous remarque des dons, il finit par vous aider, et ensuite, donc, vous obtenez votre bac à 17 ans, puis l'exil, vous arrivez à Montpellier en 1970. Voilà, alors, vous n'êtes pas très facile à définir, écrivain, bédouin, manager, maintenant politique. Sportif, voilà. La politique, c'est pas votre monde. Je ne suis d'aucun parti, vous l'avez dit. Tout à fait. Vous savez, pour réagir à beaucoup de choses, aux différentes facettes du personnage ou du portrait que vous faites, oui, je suis un peu partout. Je suis dans la politique, dans la littérature, surtout dans l'économie. Maintenant dans la politique, dans le sport également, parce que j'ai repris un club en difficulté en 2011, et aujourd'hui c'est un club qui compte dans le top 50 dans le rugby européen. Quant aux affaires, vous le savez, donc commencer à partir de rien, jusqu'à un espace de 35 ans, on fait le premier groupe mondial dans son métier. Voilà, une success story incroyable. Donc vous êtes en octobre 2014 entrepreneur de l'année au niveau national, vous recevez des récompenses d'Obama à Nairobi. Aujourd'hui vous êtes la 26e fortune française en 2018, 3,4 milliards d'euros, 200 millions de bénéfices, vous possédez 77% de votre groupe. Voilà, absolument, c'est une success story, comme vous le dites. Donc ça a commencé très simplement et très timidement. Et après, il y a une accélération qui s'est faite pour figurer au premier rang mondial. Et l'histoire n'est pas terminée, donc on continue à développer. C'est un groupe qui a en 35 ans n'a jamais perdu d'argent, qui a eu une croissance continue moyenne à 2 chiffres. Donc c'est unique au monde, tout simplement. Comment on fait pour passer dans les années 60, dans les années 80, vous reprenez Meffrau à côté de Florensac, là, et à Florensac même, et puis maintenant, 30 ans après, vous êtes une star du CAC 40. Je ne sais pas si vous êtes au CAC 40. On n'est pas coté. Vous n'êtes pas coté. Non, mais enfin, vous êtes, voilà, 26e fortune, un chiffre d'affaires considérable, la 3e personnalité la plus influente du rugby mondial. La 2e. Ah, vous êtes passé 2e. Mais oui. Ah, je ne savais pas. Sur Wikipédia, il dit que vous êtes la 3e. Il faudra mettre à jour la fiche. 2e, c'est pas grave. Allez, on va dire c'est la 3e, il n'y a pas de problème. C'est qui la première personnalité la plus influente? C'est le président de World Rugby. D'accord. Voilà, tout simplement. Vous allez vous présenter là pour le remplacer peut-être un de ces jours? Non, vous savez, j'ai beaucoup à faire. Donc, vous venez de le dire. Donc, vous voulez me charger un peu plus, c'est peut-être pas approprié. Bon, ce qui vous caractérise, c'est que vous n'avez pas une pensée binaire, vous avez une pensée complexe. On peut dire ça comme ça? Oui, vous savez, pour mener toutes les activités, il faut être complexe. Mais complexe, c'est pas forcément un défaut ni forcément une qualité, mais c'est un atout. Et comme tous les atouts, ça dépend comment vous l'utilisez. Donc, ça se trouve, d'après le portrait que vous faites, c'est plutôt une bonne utilisation. Voilà, donc question sport, il n'y a pas que le rugby. Le dimanche matin, vous faites du tennis et 2 séances de fitness par semaine. C'est bien ça? Au total, 5 heures de fitness par semaine. 5 heures de fitness, voilà. Pas sport, pas fitness. Comme ça, on reste slim. C'est parfait, oui. C'est un là-haut. Voilà, qualité intellectuelle, pragmatique, tolérant, simple.
capacité d'écoute. Vous rajoutez quelque chose? D'analyse. Voilà. Défaut, impatient, toujours dans la phase d'après, trop discret, voix qui ne porte pas assez. Vous savez, l'impatience, là aussi, ça signifie, dans mon cas, c'est être toujours dans la phase d'après. Ça signifie que vous savez, ou vous avez une idée à peu près précise, et que dans tous les cas, vous n'allez pas tomber très loin dans le pas d'après, parce que sinon vous allez chuter. Et je suis dans ça, dans ce genre de choses. Et je pense que c'est plutôt une qualité, parce que c'est comme ça qu'on peut faire plus vite que les autres, c'est comme ça qu'on peut gagner du temps, c'est comme ça qu'on peut devenir mieux productif, etc. Mais ça peut avoir des revers, c'est-à-dire ce côté impatience, ça peut vous inciter à être un peu intolérant parfois. Mais comme je contrôle le système moi-même, je suis en self-control permanent, donc ça se voit pas. D'accord. Donc c'est pas gênant pour les autres. Autre défaut? De l'avoir sûrement demandé à ma femme, elle va vous en sortir une liste assez longue. Peut-être je n'accorde pas assez de temps à la famille, je n'accorde pas assez de temps aux amis. Je vais toujours à l'essentiel, etc. La campagne, ça vous prend combien de temps aujourd'hui? J'aime pas la phraséologie, etc. La campagne, ça vous prend combien de temps? La campagne, ça me prend tout le temps. C'est-à-dire que vous avez arrêté de gérer le groupe Altrad et le rugby pour c'est une implication très limitée dans le groupe, mais là aussi c'est organisé. Si vous reprenez votre portrait, je gère beaucoup de choses en même temps et ça ne me gêne pas. Il y a cette capacité de faire face à beaucoup de choses et je suis très heureux. Mais l'essentiel de mon temps, l'essentiel de mon intellect, c'est à mes compagnons de route sur le plan politique depuis quelques mois et jusqu'au bout. Donc à ceux qui vous disent qu'Altrad va s'arrêter, il faudra qu'ils arrêtent à un moment de le dire, parce que ça va être faux. Et personne ne dit que vous allez vous arrêter. Mais il y en a beaucoup qui le disent. Ah, c'est pas venu jusqu'à nos oreilles. Pourtant, les rumeurs, en général... Ça passe par vous, oui. Donc, oui, donc on va partir sur le numéro 870 de la Glorieuse, avec à la une, EELV, l'incroyable rebondissement. Voilà. On revient aussi sur les affaires de démocratie et des territoires et leur représentation. Ensuite, un article sur la majorité de Philippe Sorel qui dépose le bilan. Oui. Vous voulez que je réagisse à tout ça? Ça fait un programme, donc voilà. Et dernier gros sujet, les questions sur les 290 000 € de la place de la Canourgue que va payer la collectivité pour rénover la place de la Canourgue. Oui. Vous êtes au courant? Pas trop cet aspect-là, mais je vais vous faire des commentaires sur parce que j'ai des questions prévues à la suite. Là, à la suite de ça? Oui, des questions sur la politique locale, sur les Verts, sur Philippe Sorel, surtout. Mais peut-être que vous voulez réagir sur quelque chose comme ça. Ben, là, vous parlez des Verts. Donc, oui, des Verts. D'autres aspects de la campagne actuelle. Aujourd'hui, c'est une campagne qui n'est pas stable. Tout bouge. Je pense qu'on est le seul stable dans cette chose. On a écrit un programme. Ce programme, on a mis 9 mois pour l'écrire. On l'a sorti le 16 septembre, qui s'appelle Le cœur et l'action, qui est un diagnostic très bienveillant à l'égard de Montpellier, mais qui dit vraiment les problèmes de Montpellier. On esquisse des solutions. Depuis la sortie de ce livre, donc on l'a édité à 40 000 exemplaires, on a été personnellement le donner à chaque électeur à Montpellier, les 40 000, c'est épuisé. En parallèle de cette action, donc, qui a duré, ça fait 4-5 mois, tous les soirs, dans tous les quartiers de Montpellier, dans les 7 quartiers de Montpellier, vous avez des gens de notre campagne, de notre liste, qui militent et qui explique notre démarche vis-à-vis des Montpelliérains. En parallèle de ça, avec l'équipe de campagne, on a écrit un programme et qu'on va, je vous l'annonce, ce programme, il sortira la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. D'accord. Donc, vous êtes invités. Merci. Voilà, on sait beaucoup sur votre vie, mais on ne sait pas sur l'homme politique que vous voulez être. Oui. Donc le but de ces questions, c'est de vous faire connaître un petit peu sur le côté politique. Très bien. Alors,
Comment se passe la campagne? C'est pas trop fatigant, une campagne? Vous savez, c'est comme un sportif de haut niveau, donc c'est sûr, au début c'était calme, il n'y a pas beaucoup de pression, il n'y a pas beaucoup de sollicitations, et puis plus que l'échéance arrive, c'est-à-dire le mois de mars, plus que la campagne s'accélère, et c'est naturel. Une course de marathon, donc petit à petit, à la fin, ça va s'accélérer un petit peu pour ravir la première place. Est-ce que vous lisez La Glorieuse? Régulièrement, et surtout vos écrits qui sont tout à fait intéressants. À part l'équipe, quels sont les titres de presse que vous lisez régulièrement? Je lis d'autant plus que l'équipe ne vous épargne pas. Non, mais vous savez, ça fait partie du jeu, quoi. Lorsque vous sortez un peu du lot, et vous venez de le dire d'ailleurs, forcément vous atterrez la lumière. Et la lumière, ça peut brûler, et puis ça brûle de temps en temps. Mais je suis en bon terme avec eux, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a une délégation de 3 personnes de l'équipe qui viennent me voir demain. D'accord. Voilà. Après, je lis des livres, je lis votre journal, je lis beaucoup de livres. Est-ce que vous appréciez la caricature? C'est très bien, c'est réussi, hein. Je vous félicite, ainsi que vos dessinateurs. Comment trouvez-vous cette période électorale? Comme je vous l'ai dit, c'est instable, c'est curieux, la configuration, elle est inédite. Il y a, a priori, à ce stade, il n'y a aucun candidat qui peut gagner tout seul. Mais on l'a vu il y a avant-hier, je crois qu'il y avait un candidat ou une candidate qui arrive en tête, et puis 2 jours après, elle n'y est plus. Donc ça bouge, ça va beaucoup bouger, ça va se regrouper, ça va prendre d'autres formes. On est attentif, mais c'est pas important pour nous. Nous, on a un chemin à tracer, et on trace et on va jusqu'au bout. Notre programme qui sera la semaine prochaine, il sera tiré à 80 000 exemplaires, et de nouveau on va le donner au Montpelliérain. Autant le cœur et l'action, donc le premier livre était un livre de diagnostic, d'axe de développement, de concept général pour Montpellier. Là, ça va être très pragmatique. J'ai tel problème, comment je vais le résoudre? Depuis que vous êtes en campagne, considérez-vous que votre image politique a évolué? Je pense que oui. Et puis, de quelle façon? Et puis vous, vos confrères, vous dites homme politique, donc on imagine à travers vos discours que c'est un être spécial, doté de capacités spéciales, avec un discours spécial, avec un intellect spécial, auquel il faut se conformer. Mais je conteste ça, je conteste complètement ça. Pourquoi ça serait comme ça? Parce que vous avez un problème de propreté dans une ville, mais pourquoi ça c'est un problème politique? Ça doit être un problème très simple. Un prestataire de service qui doit s'occuper d'une ville, de sa propreté, et doit faire le travail à travers un cahier des charges qu'il faut faire, et après vous le payez, vous ne le payez pas. Je ne vois pas la politique là-dedans, c'est un acte de gestion tout à fait normal. Après, il faut que vous m'expliquiez pourquoi un homme comme moi, qui a fait des très grandes réalisations, vous le dites vous-même, mais qui a aussi géré des grands ensembles humains d'organisation, pourquoi il ne pourrait pas gérer une ville comme Montpellier? Votre candidature a longtemps été présentée comme un match contre Philippe Sorel. Pourquoi cet axe n'a pas fonctionné? Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde vos 2 candidatures, si Philippe Sorel se présente, vous n'êtes pas très très loin de l'un de l'autre. Vous êtes tous les 2 d'aucun parti. Enfin, lui, il sort de la politique, il sort du Parti socialiste, mais vous êtes d'aucun parti, et sur l'échiquier politique, vous êtes assez central tous les 2. Mais vous ne pouvez pas dire ça concernant Sorel. Et il est là depuis plusieurs décennies. Il a été le compagnon de Frêche pendant très longtemps, 4-5 décennies. Vous ne pouvez pas dire ça. Ah oui. Non, mais d'accord, mais là, c'est le côté négatif de la politique. J'ai été avec Frêche pendant 4-5 décennies. Je milite pour Frêche pendant. Je défends les idées qui ont été les siens, bonnes ou mauvaises. Et là, vous me dites, il est de gauche et de droite. Je comprends pas bien. Ou alors, ça c'est les travers de la politique, les côtés négatifs que je stigmatise. On dit quelque chose à un moment, et puis on dit le contraire par la suite. On vit quelque chose de façon très intense, dans un certain cadre, et après,
On dit le contraire, tout simplement. Mais pourquoi? C'est peut-être, je vous incite à réfléchir à la question, peut-être pour tromper le lecteur. Pour tromper le lecteur? Ben oui. Les lecteurs? Les lecteurs. D'accord. L'hétérogénéité est au soutien. Jean-Pierre Grand, Flora Labourier, Abdelli, M. Guibal, M. Martin. Est-ce que c'est un avantage? C'est un peu la tendance aujourd'hui de beaucoup de listes, d'avoir un échiquier politique très diversifié. Mais c'est pas hétérogène, c'est un groupe très compact et très homogène. Je vous laisse la responsabilité des qualificatifs que vous utilisez, et c'est votre droit. Mais je dis que c'est un groupe très compact, avec très complémentaire, très motivé, très déterminé, qui a envie d'aller jusqu'au bout, en espérant que le succès sera au bout. Le profil, si je prends votre profil ou les profils que vous décrivez, c'est l'image de la société montpelliéraine. Il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent dans l'administration, il y a des chefs d'entreprise, il y a des étudiants, il y a des lycéens, il y a tout ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez que ce soit différent? Et Montpellier n'appartient à personne, ça appartient aux Montpelliérains. Et c'est ça que je souhaite, si vous voulez. Tout ce qui a été fait ces dernières années, eh bien, on avait l'impression que la ville est le joyau ou la chose de celui qui gère la ville. Et la métropole, c'est exactement. Mais je suis contre cette idée-là. Il faut donner le pouvoir aux Montpelliérains, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes de gestion, que ce soit en termes de responsabilité. Lorsque vous avez un système où toutes les informations montent de façon importante vers un homme là-haut, perché là-haut pour gérer tout ça, vous imaginez que ça marche? Non. Pourquoi? Parce que l'information prend un temps très important pour monter. Elle est filtrée à tous les échelons, il y en a beaucoup, c'est un système extrêmement hiérarchisé. Lorsque ça arrive là-haut, ou en espérant que ça arrive, eh bien, il y a une partie qui est jetée à la poubelle, et une partie qui descend avec une solution qui n'est pas expliquée, qui n'est pas comprise. Nombre très important de gens qu'on rencontre dans la rue. Monsieur, j'ai téléphoné à la mairie, j'ai téléphoné à la métropole. On m'a dit d'appeler à un autre numéro, j'ai appelé. On m'a dit d'écrire, j'ai écrit. On m'a dit d'écrire une lettre recommandée, j'ai fait, mais j'ai toujours pas de réponse. C'est ça, c'est ça. Moi, je veux mettre fin à cette façon de manager. Du management dans l'administration. Vous savez, vous voulez mettre du management dans l'administration? Le management, c'est tout simplement être humain. Lorsque vous me demandez quelque chose, au moins je vous réponds et je vous dis si je peux vous aider ou pas. Très sincèrement. Et c'est ça le management. Après, quelle forme, quelle structure, quelle philosophie on met dans le management, ça c'est propre à chacun. Mais au moins régler les problèmes des Montpelliérains. Dites-moi, Montpellier est bonne en quoi aujourd'hui? Dites-moi. On est champion de France en quoi? On a été champion de France en football il y a quelques années. Il y a très longtemps. Pas en rugby. Oui, mais c'est pas l'œuvre. Oui, mais c'est pas l'œuvre de la ville. Oui, non, bien sûr que non. C'est l'œuvre d'une entreprise privée. Oui, on a été vice-champion de France 2 fois. Oui, c'est vrai. Et ça, vous oubliez de le mentionner. Non, mais bien sûr, je sais. Et c'est pas juste. Il y a un sujet qui heurte certains Français, c'est l'immigration. Quel est votre regard à ce sujet? Mais l'immigration, regardez, c'est 30% de la population de Montpellier sont immigrés. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça n'a pas été fait. Moi, je peux accepter toutes les critiques, mais je ne veux pas être responsable des choses que je n'ai pas assumées par le passé, parce que j'étais tout simplement dans un autre univers. Donc, il faudra que votre question s'adresse à cette population ou à ces gouvernants qui ont accepté cet état de fait, où vous affichez sur vos sites de la ville et de la métropole comme quoi c'est la meilleure ville de France, beaucoup de belles choses. Donc vous faites quelque part de la propagande. Lorsque vous faites de la propagande, vous attirez des gens, 7 à 10 000 personnes chaque année, et le résultat, vous avez 40 000 chômeurs, 21%, même 21,5% de taux de chômage de la population active. La ville, une des villes les plus sales de France, et la plus sale de sa catégorie, de sa taille, la ville la plus insécurisée de sa taille, la plus incivilisée de sa taille. Donc posez la question aux gouvernants, qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 ans? Quel est votre lien avec la ville? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que j'ai
J'ai soutenu Sorel parce que j'ai cru en lui en 2014. Je lui ai fait un chèque dans mon temps maximum comme autorisé pour ce genre de choses. Et j'ai cru en sa capacité de faire quelque chose, de me sortir de nos difficultés. Et là, il vous a fait, je crois, 12 propositions. La première ou la seconde, en tout cas parmi les premières, ce que le chômage va baisser, il a augmenté. La sécurité va s'améliorer, elle s'est détériorée. La propreté, c'est pareil. Donc voilà, je suis déçu, comme beaucoup de Montpellier. Donc vous l'avez aidé en 2014. Par retour, là, vous aviez des attentes sur le stade? Non. Non, on ne peut pas dire ça? C'est faux, vous pouvez le dire, mais c'est faux, complètement. J'ai pas besoin de Sorel pour gérer un club de rugby. J'ai pas besoin de Sorel pour faire un stade. Alors d'où vient la brouille? Mais la brouille, il l'a créée lui-même. Il voulait créer une vie dans le quartier Ovalie, autour de stade. Je lui ai dit que j'étais d'accord pour participer à cette aventure. Et c'est vrai que c'est moi. Je vous donne un chiffre plutôt. Le stade, il existe toute l'année. On l'utilise 20 jours par mois. Pardon, par an. Okay. Et vous croyez que c'est normal? Le reste de l'année, c'est fermé. Mais pourquoi vous investissez 70 000 euros en 2008 pour 70 000 euros argent public pour 20 jours par an? 20 jours par an. Expliquez-moi. Est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce qu'un homme sensé peut faire ça? Non. Georges Frêche, là, qui avait son franc-parler, il disait à votre propos, moi d'Altrad, oui, mais d'où vient l'argent? Comment allez-vous financer cet exceptionnel développement? Exceptionnel développement, il y a une historique, vous savez, il y a un bilan, il y a un compte d'exploitation, il y a de l'argent que vous mettez sous forme de capital. Donc il y avait très peu de capital, je crois qu'il y avait 200 000 francs à l'époque, d'accord. Après, l'entreprise a été redressée. L'argent qui a été généré, l'entreprise ensuite a été redressée dès la première année. Au lieu de perdre de l'argent, elle en a gagné un peu. Et après, elle n'a pas cessé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 35 ans, on a toujours gagné de l'argent. Cet argent, vous regardez aussi les bilans de cette société, la quasi-totalité des bénéfices en 35 ans. Et c'est ça qui a fait l'originalité de 30, ça a été réinjecté dans l'entreprise. Donc c'était de l'autofinancement, bien sûr, avec de l'emprunt bancaire. C'est une des entreprises les plus saines de France. C'est une entreprise dans laquelle il y a l'État français qui est actionnaire à hauteur de 11%, je crois. Il y a 4 grandes banques françaises qui ont des participations. Est-ce que vous pensez que ces entreprises, ou ces banques plutôt, plus l'État français investissent quelqu'un qui est de tout? Non, bien sûr que non. Ben c'est marrant. Mais pourquoi disait ça, Georges Frêche? Georges Frêche, vous savez, moi, on ne critique pas les morts, mais il n'a pas fait que des belles choses. Lorsqu'il traite les harkis de sous-hommes, c'est sûr qu'il a fait du mal. Je pense que la ville de Montpellier ne doit pas être fière de ça. Quelle est, monsieur Adkrad, la réalisation dont vous êtes le plus fier? Mais toutes ces réalisations... Non, mais une seule. Non, mais je vous donne plaisir, parce que vous résumez l'homme à une seule réalisation, c'est pas juste. Je suis fier de mon groupe, parce que de la création de mon groupe, faire à Montpellier, partant d'une entreprise, avec un produit banal, qui est en faillite, faire un leader mondial, je suis fier. Et d'autant plus fier que c'est passé à Montpellier. Voilà. Je suis fier de mon club de rugby, parce que je l'ai sorti de la difficulté à la demande des collectivités. Conseil général, régional, mairie... Voilà, tout le monde m'ont appelé un soir pour venir. Voilà. Donc, je suis fier aussi d'un tas de choses et de la campagne que je mène avec les collègues, voilà, appelons-la c'est comme ça, les compagnons qui m'aident à aller jusqu'au bout de cette aventure. Pendant la présentation, j'ai dit que vous étiez la 26e fortune française, oui. Et vous dites gagner que 5 000 euros par mois. C'est pas un peu des magots, ça? Non, c'est pas des magots, vous savez, c'est de la gestion. D'abord, je tiens à vous dire, vous ne pouvez pas créer des grandes réalisations si votre objectif c'est l'argent. Voilà, il faut que vous ayez autre chose. Il faut que vous ayez l'esprit ou l'objectif de créer des grandes réalisations et considérer que l'argent, éventuellement, c'est une conséquence. Nombre très important de gens qui ont commencé avec moi, qui voulaient créer des entreprises pour devenir riches. Ils ont fait faillite. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Après,
dans une entreprise, vous avez deux possibilités. Lorsque vous êtes propriétaire et gérant d'une entreprise, tel que c'est le cas, dans mon cas, eh bien, soit vous vous donnez un salaire, soit vous rémunérez un dividende. Ben voilà, je me rémunère un dividende. Et mon salaire, depuis 25 ans, pardon, depuis 35 ans, c'est 5 000 euros. À l'époque, c'était 25 000 francs à peu près. Qu'est-ce qu'on peut apporter un entrepreneur à la politique? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la politique? D'abord, c'est le côté parfaitement éthique, le côté parfaitement transparent. Le côté éthique, je voulais vous dire, l'éthique, c'est que ce que vous dites, ce que vous faites, et vous faites ce que vous dites. Ce que je promets, mon programme qui va sortir, il dira un certain nombre de choses qui seront toutes faites. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Sa capacité de gérer des grands ensembles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa capacité d'être un peu visionnaire, je crois que je l'ai démontré. Si on n'est pas visionnaire au minimum, on ne peut pas faire ce que je dis. D'accord. Sa capacité aussi d'improviser ou de gérer les situations où il y a beaucoup d'adversité. Voilà, dans un milieu que vous ne connaissez pas. Prenez le rugby, j'ai jamais été voir un match de rugby de ma vie avant de prendre le club de Montpellier. Vous connaissez l'histoire par la suite, vous connaissez la suite. Oui. Voilà ce que je peux apporter. Je peux apporter aussi l'humanité. Quelqu'un qui m'écrit. Moi, je reçois beaucoup de mails, des centaines de mails par jour. Je réponds à tous mes mails. Là, aujourd'hui, pour la campagne, vous recevez combien de mails par jour? C'est à l'adresse campagne que je ne traite pas tout seul. Ça dépend de quoi il s'agit. Ce sont des militants. C'est des sollicitations d'ordre divers. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes fâché avec tous les maires précédents. Il y a eu Frêche d'abord. Je sais pas. Ouais. Il y a eu Moore. Oui. Et maintenant il y a Sorel. Oui. Et Madame Mandreau. Madame Mandreau, je me souviens pas, mais je me souviens plus. Vous étiez fâché? Vous étiez fâché avec Madame Mandreau? Pas fâché. Mais c'est pas fâché. D'abord, Frêche, je ne le connais pas. J'ai jamais été le voir. Voilà, mais il n'était pas gentil avec vous, Frêche. Mais je m'en fous, c'était pas mon sujet, j'étais dans un autre univers, vous comprenez? Moore, vous étiez fâché avec lui, mais comment on peut se fâcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu de près? Voilà. Moore, vous étiez fâché avec lui? Moi, parce que je lui ai écrit la vérité. Vous savez ce que c'est l'histoire, je peux vous la raconter, mais ça prend du temps. Oui. Non, mais on ne va pas la raconter. D'accord. Voilà, vous voulez des réponses rapides. Et elle est connue, l'histoire. Je sais qu'elle est connue. On l'avait raconté dans le journal. Oui, il voulait, mais justement, vous l'avez sorti. Oui. Il voulait faire que je fasse des choses illégales. Me donner une subvention qui passe par le club, qui va être donnée à une personne physique. Je lui dis, je le fais, mais je vais vous l'écrire. Je l'ai fait et je lui ai écrit. Et je suis allé personnellement dans son bureau, je lui ai donné cette lettre. Il n'était pas dans son bureau, je l'ai déposée sur son bureau. D'accord? Après, elle est sortie, je ne sais pas comment vous l'avez récupérée. Elle est tombée dans le journal. Mais bien sûr, on va vous croire. Donc quelqu'un est venu vous l'amener. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé vous l'avez pas dévoilé l'identité de cette personne. Mais je lui dis, je veux me protéger, ce que vous me demandez, c'est illégal et c'est immoral, je le fais, mais je vais vous le dire. J'ai été immédiatement voir le procureur pour lui expliquer ça. D'accord. Ça n'a pas dû lui faire plaisir. À qui? À Monsieur Moore. Vous êtes dans un pays de droit, il faut respecter le droit. À une époque, vous aviez déclaré que vous vouliez supprimer les prud'hommes. Oui. C'en est où de ces... Là, vous allez dire que je suis proche de Macron, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé. Les prud'hommes, tels que ça a été fait avant, c'était des procédures sur des procédures à ne pas infinir. Oui. Voilà. Et en plus, la gestion des prud'hommes était très, très généralement proche du salarié. Ce que j'ai fait, j'ai milité auprès de Macron pour qu'il sorte une règle, si vous voulez, comme cette règle existe dans beaucoup de pays, qui dit, s'il y a un désaccord, moi je suis votre salarié, s'il y a un désaccord et vous voulez me sortir, je sors. Et voilà, il y a un plafond maximum que vous devez me payer, vous comprenez? Et ça élimine. Oui. C'est ça. Depuis cette introduction de cette réforme, eh bien, les choses se sont beaucoup plus... Vous êtes content de la nouvelle réforme? Donc je ne milite plus pour la... Oui, c'est ça, d'accord. Alors, vous vouliez être maire de Montpellier alors que vous n'avez jamais voté. Les élections, en fait, vous intéressent quand vous êtes candidat?
Ben, Moins quand vous êtes électeur. mais vous interprétez les choses à votre manière. À cette réponse, j'ai écrit quelques phrases Oui. dans le livre Le cœur et l'action. Donc le livre que j'ai lu ce week-end. Donc vous avez la réponse à cette question. La réponse, mais je vais vous la donner. Je ne vous rappelez pas parce qu'apparemment ça ne vous intéresse pas. Mais si, ça m'intéresse. Si, puisque vous posez la question, je vais vous répondre. Vous savez, quelqu'un, d'abord, c'est quoi la politique? Selon la définition romaine ou grecque, c'est être au service de la cité. À aucun moment, dans ma vie de Français, ici sur le territoire, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui peut me représenter. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. Après, vous pouvez dire que je vote blanc. Je n'ai pas jugé que c'était utile. Voilà, c'est tout. Maintenant que je suis dans la politique, je fais de la politique, je milite pour que les choses se fassent bien, pour que les gens soient éclairés sur ce qu'on leur propose, pour qu'ils puissent voter de façon en connaissance de cause. Alors, quelle ambiance avez-vous voulu donner à votre campagne? Elle est très apaisée, elle est très calme, on travaille beaucoup, on est sincère avec les gens, on essaye de leur donner le maximum de notre temps, parfois au risque de s'épuiser. Il y a des gens qui travaillent, je ne sais pas, jusqu'à 1h ou 2h du matin, croyez-moi. D'accord. Donc on joue la partie très clairement. Et qu'est-ce qui fait avancer aujourd'hui Moed Altrad là? Vous avez tout. Avez-vous besoin de reconnaissance supplémentaire? Voilà. Qu'est-ce qui... On dit l'homme politique fait de la politique, et c'est vrai depuis toujours, je le crois, l'argent, le pouvoir, la notoriété. J'ai les trois. On peut espérer qu'un homme politique puisse être sensible à une mission qu'il peut porter. C'est pas toujours le cas, vous le savez très bien. Donc je suis l'argent, la notoriété, le pouvoir, je l'ai. Donc il me reste un seul truc, c'est être investi pour porter une mission pour Montpellier. Et c'est une façon de remercier cette ville, sa population, de m'avoir permis de faire ce que j'ai fait. D'accord. Dans le livre que j'ai lu, donc, vous parlez de mauvaise foi et de ville qui a manqué son coup. Oui, vous savez, Georges Frêche... Vous êtes sévère quand même. Non, c'est la réalité. Georges Frêche a passé sa vie, si vous voulez, à vouloir être maire. Il est devenu, a passé sa vie à être président de Aglo d'abord, ouais. Par la suite métropole, ensuite région. Et il a créé la région Languedoc-Roussillon. Il s'est battu pour ça, il est arrivé. Sauf qu'il a créé un cadre, si vous voulez, qui fait que on a en partie les problèmes qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il était visionnaire. Je pense qu'il a fait ça en espérant que les gens qui vont le suivre allaient remplir ce cadre, ce beau cadre qu'il a fait. Ils ne l'ont pas fait. Et tout cet effort de 5 décennies de Georges Frêche a été rayé d'un trait de crayon. Parce que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il n'y a plus de région Languedoc-Roussillon. Il y a la région Occitanie. Donc Montpellier a perdu son statut de métropole régionale. Il n'y a plus de région, c'est Toulouse. Et si ça continue avec tous les problèmes que je vous ai cités, pauvreté, exclusion, je vous donne encore un chiffre parce que vous semblez aimer les chiffres, 26% de la population montpelliéraine vit en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on dégringole, on glisse petit à petit. Et Toulouse nous a raflé la capitale régionale. En rugby, c'est pareil. Mais c'est faux, en rugby, c'est faux, parce qu'on les bat régulièrement. Voilà. Enfin, les années précédentes. Quoi. En 10 ans, ils ont gagné une fois à Montpellier. Une fois. On les a battus 4 fois. D'accord. Donc ne dites pas ça. Je pense que vous êtes un homme intègre, mais votre mémoire a dû flancher. Quoi. Bon. Vous êtes il y a un garçon là qui s'appelle Olaf Rockvam qui dit que vous êtes un candidat communautariste. Non, je travaille pour tous les Montpelliérains. C'est vrai, si vous voulez, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder les quelques personnes avec un nom de consonance arabe, il va stigmatiser ces gens-là. Mais il ne devrait pas le faire parce que ce sont des Montpelliérains. La très grande majorité sont nés à Montpellier.
Mais je ne suis pas pour le communautarisme, je milite contre ça. D'accord. Je suis pour les Montpelliérains. Quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, quelle que soit la diversité, quelle que soit l'adversité, je serai cet homme qui va plaider, se battre pour cette population. D'accord. On va parler un peu de rugby là maintenant. Donc, comment trouvez-vous les résultats actuels du MHR? Pour construire un grand club, il vous faut du temps. Vous avez combien de temps pour construire le club? Ça fait 10 ans et on a fait beaucoup de chemin. Oui, oui, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, on a été 2 fois en finale quand Oui. même, hein, très proche. Oui. 4 fois, je crois 3 fois en demi-finale, et régulièrement dans les playoffs, sauf une année sur 10. C'est pas mal, avouez que c'est pas mal. Oui. C'est jamais produit avant que j'arrive. C'est quand même une réalisation. Je suis fier d'une chose, de ça, pour le MHR. Je suis fier aussi de l'école de rugby, où on forme plusieurs centaines de gamins, dont la majorité dans des conditions difficiles. Donc voilà, le rugby, donc le résultat, on a changé d'entraîneur, un nouveau entraîneur, donc Garbajosa qui est arrivé, il y a Elissal qui est arrivé, il y a le mois prochain notre ami Saint-André qui va arriver, et on est complet. D'accord. Et puis on va continuer notre progression. Il y a des paliers, si vous voulez. Il manque quoi aujourd'hui à l'équipe? Et il manque que le président garde sa motivation, qu'il impulse cette force qui est la mienne. Est-ce que vous avez toujours la motivation? Mais bien sûr, bien sûr. Le carnet de chèques, vous l'avez aussi? Écoutez-moi. Oui, mais vous parlez bien de carnet de chèques. L'investissement personnel des entreprises, c'est 100 millions d'euros depuis 10 ans. Tant que ça? Oui, c'est tant que ça. Si vous ajoutez le sponsoring Altrad, ici, si vous ajoutez le naming qu'on a eu pendant quelques années... C'est 10 millions par an, quoi. Et si vous ajoutez les créances sous forme de compte courant abandonnées pour que le capital ne soit pas négatif, parce que vous n'avez pas le droit, eh bien ça fait 100 millions. Et je suis fier de ça. Et vous trouverez jamais personne qui fera ça pour Montpellier. Moi je l'ai fait. Et je continue à le faire. Alors bon, il y a une question là qui a été relevée un petit peu dans la presse. Là, comment vous faites-vous pour payer 50% de moins certains joueurs? Vous savez, l'histoire là du salary cap là. C'est quoi la potion magique? Vous partez du principe que c'est vrai ce qui est dit. Oui, enfin, alors si vous me dites que c'est pas vrai, vous avez le droit de me le dire aussi. Mais justement, vous allez être déçu parce que c'est faux, parce que ça a été jugé 3 fois par des juridictions, et ils ont jugé que c'est faux. D'accord. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai été jugé 3 fois et j'ai 3 fois gagné. Et ça continue. Pourquoi? Parce qu'on considère parce que vous êtes riche, vous allez tricher. Mais je triche pas. Sinon, j'aurais été condamné. Sinon, vous auriez été peut-être champion de France. Non, plus tard. Bon, continuons. J'en suis où, là? Est-ce que dans votre équipe, il y a des gens qui sont familiers à la gestion d'une grande ville? Je pense que oui, il y en a quelques-uns qui ont de l'expérience. Mais vous avez beaucoup de jeunes autour de moi. Je souhaite, si vous voulez, une page 9 pour Montpellier, où vous avez des jeunes qui sont ambitieux, qui veulent gouverner cette ville. Il y en a beaucoup, avec une qualification, une motivation, une détermination très forte. Et c'est ceux-là qui auront le pouvoir, croyez-moi. Mon rôle, si vous voulez, vous savez, dans le cœur et l'action, mon livre, j'ai écrit un portrait de ce que doit être un maire d'une grande ville, ou un maire tout simplement. Et c'est quoi? La définition, c'est un homme qui va créer une vision pour Montpellier, et va fixer les objectifs pour chacun, et son rôle est de vérifier à ce que chacun est à son poste, avec les moyens qu'il faut et qui fait son boulot. C'est-à-dire, le rôle d'un maire, ce n'est pas de faire, mais de faire faire. Voilà. Or, je vous laisse juger si c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'industrialisation de Montpellier passe beaucoup par les start-up. Ouais. Alors bon, on a fait une petite étude doigt mouillé à la Glorieuse, et sur 3 start-up, la première ferme au bout d'un an, la seconde survit difficilement, et la troisième se fait bouffer par un groupe financier. Hein? Regardez. Alors, est-ce que c'est la panacée? C'est une fatalité. Les start-up. A priori, c'est une fatalité, puisque tout crève a priori. Mais je vous dis, là, il faudra, si vous voulez, s'occuper des problèmes de façon objective et sérieuse.
vous me dites ça, et je pense que c'est vrai, et c'est beaucoup plus grave que ça. Sauf que vous regardez les sites de la ville et de la métropole, on vous dit, on est une ville de start-up, de haute technologie, etc. Sauf qu'on c'est pas tout à fait vrai, mais on n'est pas mieux que Toulouse, on n'est pas mieux d'autres villes de France. Donc c'est la réalité. Bon. Encore une fois, le rôle d'un maire, et je termine là parce que je sais que vous allez... Non, j'ai deux questions. Je sais que le maire de ville, c'est pas de créer des emplois, mais de faire en sorte que les emplois se créent, c'est-à-dire créer un cadre pour que les choses se passent. Alors, aujourd'hui, avec le potentiel que vous avez au niveau des sondages, il va falloir faire des alliances. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, qui tient le plus la corde comme alliance? Vignal, Delafosse, Larue? Je l'ai toujours dit et je l'ai écrit, et je vous le rappelle. Je travaille avec toutes les bonnes volontés, sauf les deux extrême gauche, extrême droite, parce que voilà, ils portent des idées que je partage pas. D'accord. Donc je suis là, je trace ma route, et puis je discute à peu près avec... Donc vous pourriez discuter aussi avec Sorel? Non, je ne discuterai pas avec ça. D'accord. Parce que je viens de condamner ce qu'il a fait. Voilà, bon, on va terminer par la question Château, s'il vous plaît. Alors. Si vous voulez bien nous la lire, vous verrez, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle est intéressante. Votre mesure phare, baisser la pauvreté et le taux de chômage. Pour cela, il faut de l'emploi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez... d'accord. Donc oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a créé une mesure phare dans notre programme qu'on a annoncé lors des vœux qu'on a tenus, je crois que c'est la semaine passée. C'était de dire on opte pour la mesure qui est une loi en France, zéro chômage. Voilà. D'accord. Continuez, lisez toute la question. C'est pas une question, si, allez jusqu'à la fin. C'est un récit très long. Vous avez installé votre siège social à Montpellier. Oui, je l'ai installé. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de salariés. Oui, c'est le cas. Mais pourquoi ne vous y avoir installé une usine à Montpellier? Très bonne question. Pourquoi n'avez-vous pas installé vos usines à Montpellier? Vous avez un grand groupe. Vous auriez pu permettre de diminuer le taux d'un emploi, de chômage à Montpellier. Absorber tout le chômage à Montpellier. Ben, peut-être pas tout le chômage. Mais si, parce qu'il y a 40 000 42 000 employés chez Altrad, vous pouvez absorber les 40 000 chômeurs à Montpellier. Non, mais une petite usine pour en absorber 1000, ne serait-ce que. D'abord, il y en a une, et là, si elle n'est pas à Montpellier, vous savez, les usines, on ne peut pas les déménager. Elle a été créée à Florensac en 1960, avant que j'arrive. Oui. Donc, elle fonctionne toujours. Elle emploie quelque chose comme, je crois que 200 personnes. Voilà. D'accord. Après, l'essentiel, si vous voulez, le grand public ne connaît pas le métier d'Altrad. Altrad, à l'origine, c'était une fabrique d'échafaudage. On achète du tube, on perce, on soude, on fait des échafaudages, on envoie chez le client. Ce métier, aujourd'hui, ne représente que le quart de chiffre d'affaires d'Altrad. Le reste, si vous voulez, c'est dans les raffineries, dans les centrales nucléaires, dans l'énergie en général, dans les ports, les aéroports, dans beaucoup de... Hélas, on n'a pas de gaz à Castelnau, on n'a pas de gisement de pétrole, donc je ne peux pas travailler, vous comprenez? Donc on va là où le travail existe. Sur les 40 000, vous avez 10 000 personnes qui bossent dans l'échafaudage. Pourquoi vous n'avez pas installé une usine d'échafaudage à Montpellier ou mais il y en a une à Florensac. Non, mais une autre à Montpellier. C'était pas possible. On peut, vous pouvez tout à fait. Mais j'ai jamais été sollicité non plus par la gouvernance passée et récente. Depuis 40 ans, personne n'est venu vous voir pour vous dire, Monsieur Altrad, on vous donne des bonnes conditions sur un terrain. Non, et personne ne m'a félicité pour ma réussite à Montpellier non plus. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire des grandes choses. Le président de la République, il vous a félicité. Bien sûr. Il m'a reçu à l'Élysée. Obama vous a félicité. Obama m'a reçu, m'a félicité. Personnellement, il m'a écrit une lettre personnelle. Lorsque je l'ai reçu, cette lettre, je pensais que c'est une blague. Donc je l'ai appelé, il m'a dit oui. Enfin, son service m'a dit que c'était le président qui souhaite m'écrire pour que je vienne le voir. Donc j'ai été le voir. Comme quoi on n'est pas prophète dans son pays. C'est le cas. Voilà. C'est le cas.
Je ne sais pas si je suis le prophète, mais en tout cas, j'ai fait des choses pour cette ville. Bon, mais très bien, je vous remercie. C'est moi.